Bonjour à toutes et tous, bienvenue donc pour ce webinaire trimestriel où nous invitons Benoît Fernandez-Rioux pour faire un point sur les marchés de devises que l'on nomme la perspective Forex 2021, donc voir les tendances moyen-long terme sur les devises. Donc Benoît, es-tu parmi nous? Je suis parmi vous. Bonsoir Alain, bonsoir à toutes et à tous. Alors, merci de nous rejoindre donc pour ce webinaire où nous allons effectivement décortiquer un petit peu les parités majeures. Benoît me disait que si vous le souhaitez en toute fin de webinaire, bien que ce ne soit pas tout à fait au programme, on pouvait faire un petit point sur le CAC 40 si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à nous le signaler si tel est votre choix. Mais là, on va bien sûr attaquer par ce qui est au programme quelque part. Et donc, sans plus tarder, je laisse la place, je laisse la parole, pardon, à Benoît pour entamer ce webinaire. Oui, eh bien bonsoir donc à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur ce webinaire où nous allons faire le point ensemble avec donc Alain de WHS Self Invest sur des perspectives forex et de manière générale sur l'évolution, voilà, des cours des principales paires que l'on traite et que l'on suit sur le marché des devises. Alors soit en intervention directe, c'est ce que je fais, soit pour eh bien, mettre un contexte de devise dans votre analyse et dans votre trading au quotidien, qui peut être sur d'autres supports, typiquement sur les commodités par exemple, ou même sur des actions. Par exemple, si vous faites des actions américaines, il est toujours intéressant, évidemment, d'avoir une vue sur l'évolution de la paire euro-dollar lorsque vous rapatriez vos gains ensuite en euros. Donc c'est ce que l'on va faire ce soir, et le challenge est assez fort puisque on est désormais 3 mois après, environ 3 mois après les derniers webinaires que nous avions fait ensemble avec Alain. La dernière fois, c'était en décembre 2020. On avait notamment deux grandes questions à gérer au niveau de la macroéconomie et de la géopolitique. Nous avions un Brexit qui était eh bien, à matérialiser. Et nous avions également l'élection de Biden qui était dans les tuyaux, et on était entre deux États puisqu'on avait le locataire précédent qui ne voulait pas partir, et le suivant qui devait eh bien prendre ses fonctions le 20 janvier. Donc au 1er janvier, un Brexit, au 20 janvier, une nouvelle administration qui prenait les rênes des États-Unis, et là on est en mars désormais, donc effectivement 3 mois après ces échéances, et en gros 3 mois après effectivement nos derniers webinaires où nous faisions le point sur ces, euh, sur ces événements. Alors, merci de recontextualiser tout cela, Benoît. Donc, effectivement, je me permettrai, comme je l'ai déjà dit tout de suite en préambule, d'intervenir ponctuellement pour adresser des remarques. Donc, je veux dire, vous pouvez bien sûr, je le rappelle à nouveau, poser des questions. Vous pouvez rédiger des questions dans la fenêtre chat dont vous disposez, hein. Vous pouvez même les rédiger sur un bloc-notes au préalable et faire un copier-coller à la limite quand quand vous voyez qu'il y a un peu une séquence de questions. Donc, je vois sur ton, alors je sais pas, je connais pas par avance ta présentation, Benoît, mais je vois 1900 milliards de dollars tout de suite sur ton slide. Est-ce que tout cela ne fait pas craindre de l'inflation, comme on a l'impression que en ce moment, c'est un peu ce qui inquiète certains, cette histoire d'inflation, puisque ces milliards de dollars qui vont être donnés aux Américains, hein, physiquement, si j'ai bien compris, tu me confirmeras la chose. Est-ce que c'est bien des chèques qu'ils vont recevoir physiquement à la maison? Oui, ce sont bien des chèques effectivement, et ce n'est pas la première fois, hein. Il faut effectivement rappeler qu'on avait déjà eu un précédent plan sous l'ère Trump où des ménages américains avaient reçu eh bien des chèques de l'ordre de 2000 dollars en fait, à peu près, hein, par couple, et puis 3000 dollars lorsqu'il y avait deux enfants. Donc on avait un précédent plan de ce type, et là on va avoir
alors on dit 1400 milliards pour la plupart des Américains, qu'ils soient en couple ou pas, peu importe, mais c'est 1400 milliards pour ce qu'ils appellent la classe moyenne. Et, C'est 1400 dollars, pas milliards. 1400 dollars, pardon, milliards, oui, non, 1400 dollars qui vont directement sur le compte des Américains et qui vont le recevoir là dans les prochains jours et directement via des chèques. Et ça, c'est donc une seconde salve des plans américains de recovery en quelque part. Alors, quand on parle de 1400 milliards, c'est un minimum. Hein. Et à voir ensuite dans le temps si cela va être renouvelé. Donc c'est un plan, ce n'est pas les 1900 milliards de dollars qui vont être directement injectés comme ça en chèque, hein, en hélicoptère monnaie, mais c'est une grande partie parce que ces 1900 milliards sont découpés et puis on va avoir des plans de soutien aussi aux entreprises et puis de la relance directement pour des plans d'infrastructures américains notamment. Donc on a, et puis des aides sectorielles évidemment pour les entreprises, mais j'en ai parlé. Donc on a ce plan qui effectivement à terme devrait produire un peu d'inflation. Par contre, l'inflation ne vient pas forcément que de ce plan, l'inflation vient de manière générale avec le fait que depuis finalement plus d'une décennie, les banques centrales de manière générale, eh bien, font tourner la planche à billets sans vraiment de limite et repoussent sans cesse l'échéance, donc ont des bilans qui eh bien, sont de plus en plus gros. On a eu, souvenez-vous, il y a les 10 dernières années, on a des quantitative easing, 1, 2, 3, on a eu des plans TARP, on a eu pas mal de plans, on a eu de ce côté-ci de l'Atlantique en Europe également le même type de plan, et donc tout ça se retrouve de manière générale dans de l'inflation. Alors quand on est, parce que l'inflation c'est une matière assez complexe que même les économistes ont du mal à appréhender, mais en synthèse, sachez que l'inflation se matérialise lorsque on parle d'une quantité, uniquement d'une quantité, notamment elle se cristallise dans des actifs qui les attirent et qui les bloquent, hein, qui les figent, notamment l'immobilier, qui n'a cessé de monter de manière générale en Occident et notamment dans les grandes capitales jusqu'à ce qu'il y ait ce Covid. Mais l'immobilier de la périphérie et des villes moyennes devrait emboîter le pas. On a également les actifs, évidemment. Nous sommes des acteurs de marché et on voit bien que nos actifs sont eh bien, toujours de plus en plus hauts et on va en parler ce soir. Donc ça se matérialise dans ces plans de manière massive, se matérialise dans ces actifs. Ensuite, dans l'économie réelle, effectivement, ces 1400 milliards vont se retrouver en partie dans les actifs également, puisque les Américains assurent leur retraite par notamment la bourse, ce que l'on ne fait pas notamment en France. Donc on a une vue biaisée en fait de ce qui se passe dans le monde quand on est en France. De toute façon, dans tous les pays, on a une vue biaisée parce que de fait, on ne regarde généralement que les choses que par une vue domestique. Mais quand on va un petit peu au-delà, on comprend bien qu'une partie de ces 1400 dollars vont aller également sur donc les actifs américains, entre autres, et une autre partie va se retrouver dans la consommation. Et là, la consommation, c'est eh bien, la vitesse à laquelle la monnaie circule, l'argent circule, et ça fait partie de l'inflation que l'on appelle l'inflation, j'ai envie de dire cœur, l'inflation véritable, l'inflation des prix. Donc on a une inflation de masse monétaire d'une part, on a une inflation des prix potentiellement d'autre part, par un effet de second tour qui pourrait arriver dans les prochains mois / les prochaines années. Donc l'inflation des prix n'arrivera pas tout de suite dans les semaines à venir, mais dans les mois, voire dans les années à venir, normalement. Et pour continuer et clôturer peut-être ce point sur l'inflation, et bien justement en parallèle, la Réserve fédérale, elle doit composer avec ce paramètre qui est un paramètre désormais souhaité pour avoir une inflation dont l'objectif n'est plus 2, mais le pivot devient 2.
C'est-à-dire que 2% devient la zone pivot sur laquelle l'inflation pourrait évoluer de part et d'autre. Alors, de part et d'autre, quand on dit de part et d'autre, on a beaucoup évolué d'un côté, c'est-à-dire entre 0 et 2% précédemment, autour des 1, 1,5%, et puis il y a quelques années, on était proche de 0, et désormais, on va avoir dans la décennie à venir, logiquement, et c'est voulu, c'est souhaité, eh bien une inflation qui va peu à peu remonter au-dessus de vers 2 déjà, et puis au-dessus de 2 ensuite, pour aller vers du 2,5, du 3, et tout ça sans faire peur aux banques centrales, et notamment à la Banque centrale américaine. La Fed souhaite avoir finalement un pivot autour de 2, et donc un extrême autour de peut-être 4%, 3,5%, avec une évolution sur 3% sans difficulté, 2,5, 3% sans difficulté. Donc entre 0 et 4% avec un pivot à 2 sur les années à venir. Alors ça, c'est ce qu'elle souhaite, c'est ce qu'elle anticipe, et elle devra, à un moment donné, quand si jamais d'aventure l'inflation dépasse les 3,5 et s'approche de 4, eh bien commencer véritablement à agir, et donc on sera très vigilant, notamment eh bien sur ces prochains discours, sachant que ce soir, on a déjà un rendez-vous avec la Fed, un rendez-vous eh bien ce soir comme tous les mois et demi à peu près, pour nous donner les guidelines, on verra les minutes, et puis les décisions sur le taux directeur. Alors logiquement, on s'attend à un statu quo, parce que comme je vous l'ai dit, on n'a pas encore d'inflation, on n'a pas encore de surchauffe, loin de là. Par contre, on s'attend à une reprise de l'économie, et donc ce sera très certainement plutôt la réunion des prochains mois qui sera intéressante, c'est-à-dire les réunions du printemps qui seront intéressantes à suivre. Là, normalement, ce soir, on ne devrait pas avoir de grandes surprises. Mais d'une manière générale, les banques centrales ont quelque part une feuille de route, une mission. Elle est, je crois, pas du tout identique entre la BCE et la Fed. Est-ce que tu peux nous préciser ce point? Oui, alors la BCE, c'est très simple et très rapide, puisque son seul objectif, c'est de maintenir un niveau de stabilité des prix. Ça, c'est son mandat, et donc ça signifie clairement, techniquement, une inflation proche de 2%, mais un petit peu en dessous de 2%. Close to 2, but below 2. C'était ce que répétait Jean-Claude Trichet, et puis Mario Draghi, ensuite son successeur, et désormais Christine Lagarde. Donc, on est sur close to 2, but below 2. Pour l'instant, le mandat, en gros, est tenu à moitié, puisqu'on est bien below 2, mais on n'est pas sur l'autre moitié dans le mandat, puisqu'on n'est pas close to 2. Dit autrement, on est quand même loin de 2. Hein. En zone euro, on est autour des 1%. Et après une période d'ailleurs d'inflation très basse. Donc en fait, on n'a pas les 1,8, 1,7 que l'on s'attendrait à avoir. Et c'est le seul mandat donc de la BCE. La Réserve fédérale a un mandat de maintenir une devise élastique et d'agir en conséquence pour notamment appuyer eh bien, la politique monétaire, la politique, pardon, la politique économique souhaitée par le gouvernement. Donc elle est indépendante, mais elle est un véritable outil en fait du gouvernement, puisque son mandat finalement change au fur et à mesure des priorités. Et désormais, les priorités sont de nouveau le plein emploi. Alors ça l'était sous l'ère Obama, avec, ça a été réussi avec succès d'ailleurs, et ça a été amplifié d'ailleurs sous l'ère Trump, puisqu'on est sous l'ère Obama descendu au plein emploi, on est descendu vers 5, et puis sous l'ère Trump, on est descendu jusqu'à du 3,5%. Donc quelque chose d'assez incroyable. Et désormais, avec la crise sanitaire et les décisions qui ont suivi, eh bien, le taux de chômage est remonté aux États-Unis, mais il est autour de 6%, c'est-à-dire que même en temps de crise, le taux de chômage aux États-Unis reste inférieur au taux de chômage, j'ai envie de dire, structurel français, qui lui est plutôt de l'ordre de 8 à 9, voire 10%. Donc on est très clairement sur voilà, un mandat qui devrait être assez facile eh bien, à atteindre, puisque le plein emploi pour les économistes, c'est autour de 5%, c'est en dessous de 5%. Donc on est autour de 6, donc on n'a qu'un point
à, à- à atteindre, à baisser finalement. Et les derniers chiffres d'emplois aux États-Unis étaient plutôt encourageants. Donc on a des créations d'emplois, on a une confiance qui revient, une campagne de vaccination qui se passe plutôt bien aux États-Unis. Eux ne vaccinent pas d'ailleurs avec le AstraZeneca, donc ils n'ont pas de péripéties sur ce point. Et ils ont quasiment fait le tiers des États-Unis, puisqu'on a une centaine de millions de doses qui ont été injectées à l'heure où on parle. Donc, on est sur une recovery qui se passe aux États-Unis, qui se passe plutôt bien, un retour au plein emploi clairement voulu par l'exécutif et qui sera accompagné par les décisions de la Fed. Voilà, donc la Fed a deux mandats, maintenir l'inflation et retrouver le plein emploi. Donc maintenir l'inflation autour d'une zone pivot de 2%, tout en acceptant qu'on monte vers 3 ou 4%, et puis un retour à un taux de chômage sous les 5%, pour être clair. Tu as parlé donc de plan de relance, tu as parlé d'inflation. Pour l'Europe, il y a également une histoire de plan de relance, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et moi, je pense pas que je vais recevoir un chèque. Donc, est-ce que en Europe, on peut craindre une inflation comme aux États-Unis? Oui, en Europe, les plans de relance, les plans de soutien, les plans d'aide sont massifs, sont multiples, sont rapides et sont concrets. Donc, on a quelque chose de très efficace. On en a parlé, hein, sous l'ère Trump, on avait déjà eu près de 2000 milliards en fait de plans massifs, concrets, rapides. Là, sous l'ère Biden, on a la même chose que toute l'année précédente sous Trump, donc près de 2000 milliards également. C'est quelque chose de concret aussi qui va se retrouver dans les poches des Américains. Tout ça pour à peu près 2 fois moins d'habitants qu'en Europe. Et donc en Europe, alors qu'aux États-Unis, donc en cumulé, on parle de 4000 milliards, en Europe, nous sommes toujours, depuis un an, en train de tergiverser sur un petit plan minable de 750 milliards qui ne sera ni concret, ni rapide, ni efficace, qui s'étale sur plusieurs années. On parle de plan jusqu'à 2023, qui n'est toujours pas véritablement concrétisé et qui, pour 2 fois plus d'habitants, c'est-à-dire près de 500 millions d'habitants, eh bien, n'est que d'une hauteur de 750 pauvres milliards d'euros. Donc voilà typiquement deux salles, deux ambiances, et je pense que les États-Unis, un peu comme à chaque fois après une crise, vont repartir très vite, très fort, très haut, tandis qu'en Europe, on va s'enliser de nouveau dans toutes nos péripéties. La dernière fois qu'il y a eu une crise, c'était les subprimes. Ça s'est traduit par une recovery assez rapide aux États-Unis. Et ensuite, des problèmes qui ont mis à mal la zone euro, jusqu'à avoir des craintes sur l'euro lui-même. Je pense qu'avec cette nouvelle crise Covid et ce qui se passe entre eh bien, les Européens versus ce qui se passe du côté des Britanniques, on sent bien que l'Europe est un petit peu en game over. Depuis le Brexit, hein, quelque part, on est sur la pente descendante, et nos élites étant ce qu'elles sont, on n'est pas prêt, j'ai envie de dire, de repartir. D'accord. Bon, alors peut-être qu'on va parler maintenant des monnaies, rentrer dans le cœur des graphiques ou du sujet sur les parités, notamment Oui, l'euro-dollar alors qui... on va tout de suite. Alors, Ah, d'accord, ok. j'ai oublié de me présenter, Oui, mais c'est vrai, on est rentré tout de suite dans le vif du sujet. c'est vrai. Moi, c'est pareil, hein, je ne me suis pas présenté, donc je te laisse te présenter. Et puis je te rendrai la main. Donc, Ça marche. voilà, auteur de ces deux ouvrages, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, le Forex et le trader privé. Donc je suis Benoît Fernandez Rioux. J'interviens sur le Forex notamment pour mon compte propre, et je suis également donc auteur, conférencier, consultant. Euh, voilà. Donc je vous invite à lire ces deux livres, notamment pour occuper les prochains confinements, puisque je vous rappelle que nous sommes dans le troisième confinement qui ne dit pas son nom, et actuellement. Ok, je sais que toi, tu es en Île-de-France. Effectivement, Benoît, pour moi, je suis en province, dirais-je, en télétravail. Mais c'est vrai que là, on doit encore nous parler dès demain soir, certainement, de nouvelles restrictions.
Pour ma part, je suis Monsieur Weissrock, donc Alain Weissrock, responsable de WH Self-Invest France. Alors WH, c'est Monsieur Warmous, Monsieur Hirtz, qui ont créé cette société en 1998. Je suis à leur côté depuis 2014, mais bien avant cela, je les avais déjà comme partenaires puisque je m'occupais du site ProAT puis Univers Bourse. C'est pour ça que vous avez eu dans la toute première slide de Benoît, la première diapositive, un petit logo Univers Bourse, puisqu'on anime toujours Univers Bourse. Voilà pour la petite histoire. Donc, vous pourrez me retrouver, bien sûr, une fois les restrictions sanitaires terminées, dirons-nous, dans nos bureaux à Paris, dans le 9e arrondissement. Je vous mettrai tout à l'heure une diapositive en fin de présentation, parce on peut basculer effectivement nos présentations, mais je laisse la main à Benoît avec ces diapositives, mais je peux reprendre la main et présenter également moi de mon côté des diapositives ou s'il y a besoin en fin de webinaire de montrer quelque chose en particulier. Donc voilà pour les présentations, nous excusons de ne pas les avoir fait habituellement dès le début et je redonne la parole à Benoît. Alors, eh bien, rentrons dans le sujet alors tout de suite après cette présentation. Sur l'euro-dollar, là je vous ai remis juste pour un petit rappel pour ceux qui nous suivent régulièrement, eh bien ce que nous avions présenté en décembre 2020, nous étions là, et à l'époque en décembre 2020 sur l'euro-dollar, on pensait que la prochaine zone, on était autour des 1,2150, hein, on pensait que la prochaine zone allait être 1,22 voire 1,25. Donc entre 1,22 et 1,25 en objectif potentiel, donc une poursuite de la hausse. C'est ce que nous anticipions à l'époque. Et donc je vous ai mis la petite flèche violette hein, qui montre non pas une vente, hein, mais bien le point où nous étions. C'était plutôt un achat, plutôt passé long pour rejoindre une zone entre 1,22 et 1,25 dans les semaines à venir. Et voilà ce qui s'est passé. Et voilà d'ailleurs la situation actuelle. Donc vous voyez qu'après cette flèche, eh bien, les cours sont bien remontés comme prévu hein, au-dessus des 1,22 pour même tenter les 1,24. Alors on n'a pas été jusqu'à 1,25, mais on est bien dans la zone bien considérée. Et somme toute, c'est pas si mal pour l'époque. Donc aujourd'hui, sur l'euro-dollar, nous avons un retour vers la zone pivot, la zone des 1,19, 1,20. Et effectivement, on peut tracer trois lignes, notamment la ligne supérieure de résistance un peu ultime, hein, vers les 1,2350, 1,24, et puis la ligne de support ultime vers 1,16. Et puis la zone pivot autour des 1,20, sachant que ce soir, alors on parle, on est autour des 1,19. On est en fait sur la parité des pouvoirs d'achat, c'est-à-dire que en équivalent euro, eh bien, on a le même pouvoir d'achat qu'un Américain avec cette parité. Donc évidemment, alors c'est toute chose égale par ailleurs, c'est hors fiscalité, hors effet de bord, etc. évidemment, mais c'est pour montrer que autour des 1,18, 1,20, on a d'ailleurs, l'euro a été lancé à l'origine autour de ce niveau de valorisation, hein, autour des 1,19. On a eh bien, finalement pas d'effet de change entre les deux zones. Donc, on vient. Oui. Donc, il serait juste de dire que on peut pas dire qu'il y a une monnaie ou une autre qui serait surévaluée. C'est ce que tu veux dire. Non, d'un point de vue économique, en tout cas, on est sur une zone d'équilibre. Et ça se voit bien avec ce range et le pivot autour des 1,20. Et effectivement, à ce niveau de valorisation, on ne peut pas dire qu'une zone eh bien, prend le pas sur une autre. Et pourtant, avec l'introduction que l'on vient de faire, on voit bien qu'il va y avoir des différences dans le futur. Donc le marché n'a pas pricé cela à ce stade, pas encore en tout cas. Et on a bien, eh bien une zone américaine qui va être beaucoup plus efficace, on l'a dit, dans les mois et les années à venir, tandis que l'Europe risque de s'enliser une fois de plus. En tout cas, ce sont les risques hein, que l'on voit d'un point de vue fondamentaux, mais d'un point de vue technique, on voit bien que le marché, lui, reste sur une zone d'équilibre à ce stade. Ok. Alors,
on est sur une zone d'équilibre. Les choses ne vont pas évoluer instantanément si les choses devaient changer. Par exemple, peut-être que ce soir, la Réserve fédérale va annoncer une opération de twist qui consisterait à essayer de lutter contre cette inflation et cette remontée des taux long terme en achetant justement eh bien de la dette à long terme et puis en la revendant, en faisant des reventes à court terme. Donc ça peut être ce soir. Si c'est ce soir, ça serait un peu prématuré. Mais si ce n'est pas ce soir, ça sera quelque chose qui très certainement arrivera au printemps, comme on l'a dit précédemment. Ça peut être le type d'opérations qu'ils peuvent mettre en place au niveau américain pour éviter de jouer sur les taux et éviter de remonter les taux prématurément. À mon sens, les taux ne seront pas remontés de toute façon dans les mois, ni même les petites années à venir, logiquement. Et le consensus est sur ce point, puisque le consensus s'attend à une remontée qui, au plus tôt, devrait intervenir en 2023, mais pas avant. Alors, d'un point de vue Ok, donc pour technique, l'instant, oui, oui, vas-y. On n'a pas de non, questions, donc je t'interromps si on a des questions. N'hésitez pas, ok. pour le coup, à poser des questions. Bah, nous étions en daily, on avait les niveaux, ils étaient plutôt clairs. Et là, on passe en weekly, donc on fait un zoom arrière. Et vous voyez que sur ce graphique en weekly, on voit tout de suite qu'on a des zones qui sont bien marquées, un plus haut ultime vers les 1,26. Et quand je dis les 1,26, c'est pas 1,26 exactement, hein, ce sont vers les 1,26, 1,25, 1,26. Et puis on a un plus bas ultime, alors on revient de loin, hein, autour des 1,05, 1,04. À l'époque, la plupart du consensus était pour qu'on aille sous la parité mathématique. Même Goldman Sachs, ils étaient tous en train de nous anticiper une poursuite infernale vers des plus bas. Et c'est pas ce qui s'est passé parce que moi, ce n'était pas mon point de vue et du coup, c'est bon, une vision qui était correcte, mais c'est logique parce que voilà, on n'analyse pas l'euro-dollar comme on analyse un actif classique. On est sur quelque chose qui est un équilibre vraiment entre un rapport de force entre deux zones économiques et sur l'euro-dollar comme sur d'autres parités, généralement, on ne monte pas à l'infini, on ne descend pas à l'infini également. Donc, vous voyez, on est sur ce terrain de jeu très long terme, entre 1,05 et 1,25, et aujourd'hui, autour des 1,20, on est sur eh bien, une zone parfaite d'équilibre d'un point de vue économique. Et on va faire un petit peu d'analyse technique pour Alors, vraiment pure, alors à moins qu'il y ait une question. non, c'est pas une question. Enfin, c'est une question. C'est oui. Moi, j'ai une question. Je dirais. Bien sûr, j'ai une expérience d'analyse technique, juste 35 ans derrière moi, donc forcément, quand on regarde un graphique, on s'interroge toujours. Et comme je sais que tu as une bien meilleure connaissance du fondamental que moi de ce point de vue-là, comment expliquer la période avec des arguments cette fois-ci fondamentaux, mais ce que l'on voit, c'est que la période je dirais avril-mai 2018 jusque mars 2020, même un peu avant, février 2020. Donc, on s'aperçoit que là, on est dans une lente dérive, mais avec peu de volatilité comparativement à ce que l'on vit maintenant, avec moins de volatilité et qu'on était en train de glisser, mais sans que vraiment il y ait une des deux monnaies qui prenne le leadership sur l'autre véritablement. Et puis il y a ce mouvement-là un petit peu l'année dernière au moment de la crise sanitaire où ça part à la folie à la hausse, ça repart à la folie à la baisse et puis ça revient au même niveau et puis après on a un nouveau mouvement qui se met en route qui est maintenant une hausse très claire. Comment expliquer cette période donc de mi-2018 jusqu'au moment de mars-avril 2020. Bien sûr, Oui. mars-avril 2020, tout le monde sait à quoi ça correspond, mais avant. Alors, en fait, il faut donc faire fi de ce qui s'est passé depuis un an avec le Covid. Et quand on se replace dans une période pré-Covid, c'est-à-dire quand on était finalement effectivement en 2018-2019, eh bien nous avions
un changement de paradigme après eh bien une longue période où on partait de 1,05 et on a testé les 1,25, le fameux grand retour vers des plus hauts après la crise des subprimes et puis surtout la crise de l'euro qui a suivi, la crise des dettes souveraines. Eh bien, on a eu ensuite un changement de paradigme avec une parité qui finalement devait baisser, mais n'a pas baissé aussi rapidement que prévu. Elle a baissé régulièrement, lentement, parce que il y avait une différence d'anticipation au niveau de la relève des taux entre justement les deux zones que sont les États-Unis et l'Europe. Dit autrement, on anticipait qu'aux États-Unis, les taux allaient être relevés un jour ou l'autre avant l'Europe, que ça n'allait pas être pour tout de suite, mais que ça devait arriver avant et puis un jour, quand même, entre guillemets, proche. Et donc, on a cet effet de carry trade entre l'euro et le dollar. Donc, on a, on a cette anticipation qui était là et qui n'arrivait pas et qui n'arrivait pas. Donc, bah, peu à peu, l'euro eh bien, laissait du champ libre finalement à un dollar américain qui s'appréciait peu à peu. Et tant qu'on n'avait pas le signal, ni dans le discours et surtout pas dans les actes, eh bien, l'évolution était lente. Et c'était un petit canal baissier, effectivement, dans lequel on pouvait faire des allers-retours en swing. Donc, les day traders, il y avait peu de volatilité, hein, je le concède. Les day traders s'ennuient un peu. Les, sur cette paire, c'était un peu monotone, effectivement, mais en swing quand même, parce que là, on est en weekly, hein, à la petite semaine, il y avait quand même des petites choses à faire dans ce fameux canal, et puis surtout dans les lignes intermédiaires de ce canal. Mais c'était une autre époque, et cette époque a été totalement balayée par la crise Covid de février, mars, avril, mai 2020. Et là, on voit bien qu'avec le gros en mars, on a une sorte de, 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 de diamant en fait que je vais vous faire apparaître, voilà, de diamant qui, alors qui n'est pas parfait, hein, qui n'est pas la figure technique la plus propre que l'on ait trouvé, mais qui quand même fonctionne sur ce moment. Et la figure de diamant est une figure de retournement, donc provenant du haut et allant vers le bas, l'euro-dollar, après le diamant, est reparti vers le haut. Évidemment, les rythmes sont totalement différents. Avant, on s'ennuyait, et après la crise, eh bien, c'est une recovery, en tout cas sur l'euro-dollar, assez, assez rapide, assez forte, beaucoup plus forte que n'importe qui ne l'avait anticipé, hein. Donc moi-même, j'anticipais un retour vers des plus hauts, mais pas aussi rapidement, tant mieux, hein. Quand ça va plus vite que prévu, c'est toujours dans le bon sens. Donc c'est un effet voilà, de changement de paradigme qui a lieu entre ces différentes périodes. Ok, merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est. Je valide également, même si c'est pas un diamant dans la pure, on est dans l'esprit effectivement du diamant où on ne peut expliquer qu'effectivement ça part très fort en hausse, très fort en baisse. C'est vraiment la psychologie est là. De toute façon, je pense, je suis d'accord avec toi de ce point de vue-là. On est dans la psychologie parfaite de ce. Donc il y a un nouveau top départ que l'on peut dire en mars-avril l'année dernière, quoi. Oui, un nouveau top départ. Et d'ailleurs, on avait fait on en avait parlé, hein, de ce diamant dans des webinaires précédents, et au moment de sa création d'ailleurs. Au niveau de l'analyse technique, ce que l'on peut remarquer, c'est que ici nous avons une sorte d'épaule et de tête qui pourrait potentiellement eh bien, se poursuivre. Donc une poursuite des cours, actuellement on est à 1,19, hein, une poursuite des cours vers une baisse, donc pour rejoindre la ligne de coup, hein, qui n'est pas encore évidemment confirmée du tout, puisque l'épaule tête-épaule elle-même n'est pas du tout confirmée, elle ne fait que débuter sa potentielle vie. Et donc de 1,19, on pourrait dans les semaines et les mois à venir rejoindre tranquillement, alors assez rapidement 1,18, et puis ensuite les fameux 1,16 qui sont quand même ce que l'on attend logiquement de cette figure. Donc tout ça demande confirmation, et une fois qu'on serait sur les 1,16, mais quand on dit 1,16, c'est pas
au pips près, hein, évidemment, ça peut être un 16,50, un 17. En tout cas, on s'attend à un moment donné à avoir une nouvelle épaule, un nouveau rebond. Et là, si on commence à avoir ce type de figure, eh bien, c'est pas mal parce que, et donc là, ça vous donne des perspectives, hein, pour 2021, donc à suivre, parce que après une jambe haussière pour commencer l'épaule tête-épaule, on devrait sortir avec une jambe baissière et potentiellement, donc après cette grande période 2021 de nouvelle épaule, eh bien, vers fin 2021, voire 2022, on devrait avoir une évolution sous les 1,16 pour un retour, alors probablement, évidemment, vers 1,15, puis 1,14, 1,12, 1,10, mais potentiellement, on pourrait même descendre jusqu'à du 1,8, 1,06, et pourquoi pas 1,04. Mais alors là, ça reste des perspectives qui sont quand même assez catastrophiques, mais qui ne sont pas impossibles, parce que souvenez-vous de ce qu'on disait en introduction, on a une zone euro qui risque d'avoir de grandes difficultés dans les années à venir, et pour l'instant, on n'en a pas, à mon avis, conscience. La France, qui est le gros problème, hein, en quelque part, de la zone euro, puisque on a une dette qui a explosé et aucune réforme structurelle qui n'a été faite, alors qu'on avait soi-disant le président qui devait justement faire les réformes pour. On a une Allemagne qui se portait bien jusque-là, mais qui voit bien que le temps est en train de se gâter pour son industrie basée quand même sur des anciennes technologies, sur du thermique pour l'automobile, sur des machines-outils, que l'Asie sait produire désormais peu à peu, sur des voitures qui vont passer à l'électrique. On voit bien que l'industrie même de l'aviation, même si Airbus repartira au moment de la recovery, on voit bien qu'il va y avoir un nouveau concurrent. Au-delà d'Airbus et de Boeing, on va avoir le COMAC. Donc on va avoir comme ça une attaque sur le front de l'industrie, une vieille Europe qui aura du mal, à mon sens, à s'en départir. Et je ne parle même pas de ce qui nous attend au niveau du luxe, parce que l'Asie, et notamment la Chine, est en train également de monter en gamme et de préparer des marques qui risquent en tout cas de mettre à mal les nôtres. Donc en fait, entre les niveaux de dette qui explosent en Europe, sans avoir une économie aussi souple qu'aux États-Unis, sans avoir les plans de relance derrière qu'il faut, sans avoir une volonté véritablement d'avancer à 27, on va avoir de grandes difficultés, à mon sens, en zone euro, et c'est pour ça que cette jambe baissière pourrait être le signe de cette période. Bah, merci beaucoup, Benoît. Je trouve que c'est, pour le coup, on ne peut pas dire qu'on n'est pas dans le sujet du webinaire côté perspective. Effectivement, ça sera l'occasion de te réinviter, évidemment, à fréquence, peut-être quand on arrive, effectivement, si on finit la tête, peut-être refaire un point à ce moment-là. On programmera ça. Est-ce que tu as fait la même chose sur d'autres parités? Oui, je vais juste terminer sur l'euro-dollar, mais effectivement, ça serait intéressant de suivre cette figure. Alors, évidemment, c'est une hypothèse, c'est un potentiel. Il faudra voir comment ça évolue dans les prochaines semaines et donc les prochains mois de fait. Euh, mais il se peut très bien que cette ligne de coup ne soit pas exactement horizontale. Il se peut très bien, c'est une hypothèse, avoir une ligne de coup plus haute et donc un rebond sur la nouvelle épaule eh bien, plus haute également, avec 1,20 en pivot du coup. Et donc, ça serait la même figure, mais voilà, avec des niveaux différents, et donc le retour vers des plus bas ne serait pas aussi marqué. Mais on peut aussi, à contrario, et ça serait plus catastrophique, avoir une deuxième épaule plus basse, et à ce moment-là, eh bien, il resterait beaucoup moins de potentiel, et là, on pourrait bien retitiller les 1,05 plus facilement, effectivement. Sachant que, voilà, ça c'est l'hypothèse de base, sachant qu'on a eu un précédent. On a eu un précédent ici, vous voyez, donc en 2017, 2018, on a eu cette épaule, tête, et on s'attendait à avoir une petite, enfin une épaule, et puis on a eu une petite épaule finalement de rien du tout. On a eu une sortie de la ligne de coup par le bas, mais elle a été assez vite avortée. Donc de fait, on n'a pas eu un effet aussi extraordinaire que la théorie l'anticipait. Par contre, on a finalement quelque chose qui est beaucoup plus mou, une sorte de seconde épaule beaucoup plus longue, beaucoup plus molle, beaucoup plus petite,
une ligne de cou plutôt baissière, et surtout la seconde jambe qui de fait a été dans l'esprit de la seconde épaule, c'est-à-dire bien baissière certes, mais elle a pris son temps, et c'est un petit peu ce dont on a parlé, et on a expliqué les raisons, mais derrière, l'épaule tête-épaule est bien présente, par contre elle n'est pas du tout propre, elle n'est pas du tout parfaite, comme eh bien on l'a dans les livres théoriques. Et c'est ça la différence qu'il y a entre le terrain et la théorie. L'analyse technique est bien quelque chose qui fonctionne, hein, qui peut nous aider à anticiper les cours. Ce ne sont que des probabilités et ça peut se faire à des rythmes différents et pas aussi propres effectivement que les schémas ne veulent bien le montrer. Très, 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 très intéressant. Donc, je pense qu'on peut prendre la photo, la garder et effectivement revenir là-dessus dans pas quelques jours, mais quelques semaines, fatalement. Oui, voilà, il faudra laisser le temps à la tête de se finir et éventuellement à l'épaule de commencer à apparaître. Et à ce moment-là, ça sera intéressant de refaire le point, effectivement. Alors, sur l'euro-dollar, on peut clôturer. On a sur GBP USD, à l'époque, en décembre 2020, nous étions autour des 1,3350, 1,3360, et on s'attendait eh bien, à un retour vers les 1,39, 1,40. Hein, souvenez-vous, c'était ce que l'on anticipait. En tout cas, c'était notre objectif. Dans un premier temps, en tout cas, en premier objectif, hein, les 1,40, et puis pourquoi pas après en objectif secondaire. Mais là, ça va beaucoup plus loin. Donc, regardons si déjà les 1,40 sont atteints, sachant que le stop loss devait être placé sous les 1,30. Donc vous voyez, assez loin, assez large. Et puis idéalement, ne pas acheter tout de suite, mais bien attendre un retour vers la 1,32, c'est-à-dire vers l'oblique basse, hein, l'oblique basse de notre biseau. C'était ce que nous anticipions à l'époque. Et voilà ce qui s'est passé. Alors j'ai toujours la flèche violette, hein, qui vous montre là où on en était au moment où nous faisions cette analyse. On a eu une petite poussée haussière et puis finalement un retour quand même vers les 1,32, hein, comme prévu, 1,32, 1,33. Mais de toute façon, on n'est pas passé sous les 1,30, donc pas de stop, et on est bien allé vers les 1,40, voire même un petit peu au-dessus. Donc l'objectif a bien été atteint, en tout cas le premier. Désormais, vous voyez que cette oblique est toujours confirmée et qu'on peut même la dupliquer pour en faire un petit canal haussier. Et puis on peut même la dupliquer de nouveau sur la pointe que l'on a eu récemment au-dessus des 1,40. Ça nous fait eh bien, ce que l'on retrouve souvent dans les canaux, c'est-à-dire en poussant une quatrième ligne, vous voyez, une sorte de grand canal haussier avec une sorte de milieu de ligne intermédiaire, de ligne voilà, qui nous montre un petit peu la zone pivot du canal haussier. Et donc ce canal, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, il est valide et je pense qu'il faut continuer à le travailler, d'autant plus que, comme vous pouvez le constater, le RSI ne nous contredit pas, le MACD, lui, il reste neutre. C'est vrai que le stochastique, lui, il bat la mesure pour logiquement aller vers une phase baissière, donc c'est peut-être pas tout de suite le moment d'acheter, bien qu'on soit quand même sur l'oblique basse, mais attendons, on risque de se coller pendant les semaines à venir sur cette oblique, donc ça peut nous permettre d'optimiser la position et puis évidemment de continuer à travailler ce canal haussier, donc pour un retour vers des plus hauts, un retour vers, là pour le coup, ça fait le lien avec le précédent webinaire vers les autres objectifs qui étaient 1,43, 1,44 dans un second temps, voire après à plus long terme 1,49, 1,50. Mais pour ça, il nous faut une vision en weekly. Et en weekly, vous voyez qu'on retrouve notre canal. Alors j'ai enlevé le pivot du milieu, on retrouve le canal haussier, et vous voyez qu'il peut nous emmener vers les 1,45, voire les 1,50, 1,49, 1,50 sans trop de difficultés. On a 1,49, 1,50, vous voyez, in fine, quand même, pardon, 1,44 en premier objectif, et puis voilà les fameux 1,49, 1,50 en second objectif potentiel sur ce canal haussier. Donc le Brexit serait bien, enfin je ne veux pas dire oublié, mais je veux dire les tergiversations qu'on a eues pendant 4 ans seraient, on pourrait dire, effacées. Alors là aussi, c'est bien que tu me
finalement, tu me permets de parler de nouveau d'un phénomène qui, on en a parlé un petit peu sur l'euro-dollar, où la plupart des analystes s'étaient trompés autour des 1,05. Eh bien, on a un petit peu finalement la même chose, le même effet. La plupart des économistes, et pas des moindres, hein, des gens très sérieux, soi-disant, qui anticipaient la fin du monde, notamment lorsque le Brexit devait se matérialiser, parce que leur grand créneau, c'était que pendant ces 4 années, effectivement, le Brexit n'avait pas lieu, donc on ne peut pas encore voir la fin du monde. Mais maintenant que le Brexit a eu lieu depuis quasiment 3 mois, puisqu'on est le 17 mars, et que depuis le 1er janvier de cette année, le Brexit est matérialisé, le Brexit est effectif, on est véritablement avec un Royaume-Uni sorti de l'Union, donc on est pleinement sorti. Donc on est sur un Brexit qui finalement a contredit tous ces pessimistes finalement, et tous ces économistes qui ne comprennent pas en fait le terrain, la réalité des choses, et qui sont trop dans la théorie, trop dans ce qu'ils dans leur et également un petit peu trop dans leur idéologie, hein, pour certains. Donc on voit bien que le Brexit n'impacte aucunement les bougies que l'on voit sur notre canal haussier. Le vote qu'il y a eu lieu en 2016, lui, on le voit bien. Il est ici, je ne peux pas vous montrer, mais vous le voyez bien, c'est le début de la ligne. On était au plus haut à 1,50 en fait. Et puis on a cette fameuse grande bougie, rouge qui envoie les cours effectivement vers la zone des 1,30 pour résumer. Donc ça, c'était en 2016. Et nous avions effectivement une très forte réaction. Mais ça n'a pas été la fin de la livre sterling. Elle s'est affaissée. Elle était déjà dans une tendance baissière. Elle n'a fait que accélérer le mouvement jusqu'à du 1,20 environ, pour ensuite se reprendre vers les 1,45. Puis après, aller titiller des plus bas vers 1,15 pour repartir désormais. Mais ça, c'était à la faveur du Covid. Et là, désormais, on reprend la recovery classique sur la paire, hein, que l'on a depuis la fin de ce qu'on a vu au niveau du triangle sur l'euro-dollar. Là, ça se matérialise, enfin, du diamant en fait, hein, du losange, pardon. Et là, ça se matérialise plutôt vers de grandes bougies rouges. Et puis là, désormais, on a notre fameuse hausse dans le canal haussier. Donc, vous voyez, les 1,40 sont faits, les 1,44, 1,45 sont en ligne de mire pour un second objectif. C'est ce que nous anticipions dès décembre dernier. On est toujours sur cette ligne, et les 1,49 voire 1,50 j'ai envie de dire en objectif ultime, mais là ça prendra quand même plusieurs années. Merci encore pour ce point. Donc, on a parlé d'économie européenne, d'économie américaine, mais je crois que la première zone au monde à être sortie de la crise Covid, c'est celle qui, dirons-nous, nous l'a apporté quelque part, à savoir la Chine. Et que se passe-t-il de ce point de vue-là? Alors sur la Chine, effectivement, parce que les chiffres sont assez impressionnants sur la recovery, ils repartent de plus belle. On a quelque chose qui est assez significatif. On parlait de paradigme, on va le voir. On a déjà un petit retour sur décembre 2020 à l'époque alors c'est pas le CNY, hein, c'est le CNH, c'est l'équivalent. C'est la paire sur laquelle on peut intervenir pour le yuan offshore, donc USD contre CNH sur la plateforme Nano, hein. On était à l'époque à 6,55 et on anticipait une poursuite, hein, du canal baissier pour un retour vers des plus bas, vers 6,4, voire 6,3. Donc sans précipitation évidemment, parce qu'on avait l'oblique haute là qui pouvait quand même bien faire travailler les cours. Donc en gros à 6,55 on visait des plus bas, et voyons ce qui s'est passé. Eh bien vous voyez, on a toujours la flèche violette, on a continué à l'horizontale un temps jusqu'à quasiment l'oblique, pour ensuite dégringoler effectivement comme anticipé vers alors les 6,4 mais pas les 6,3 effectivement. Donc 6,4 en ligne de mire, ils sont faits, les 6,3 non, et désormais vous voyez on est en train de sortir par l'horizontale sur l'oblique de l'oblique haute de ce petit canal. Donc le petit canal lui
il est terminé, il n'existe plus, il est invalidé désormais, et on a un USD CNH qui est en train de changer de paradigme. Donc là, à l'aune d'un changement d'exécutif au niveau américain, eh bien, on a les Chinois qui s'adaptent et qui, finalement, parce que c'est eux qui font cette parité, hein, c'est eux qui interviennent, entre autres, hein, sur le CNH, sur le CNY, le sous-jacent de base, pour contrôler leur monnaie. Et donc, on a une sortie, et donc terminer l'appréciation du yuan, sous l'ère Trump, puisque c'était un petit peu le gage que donnait l'administration chinoise pour éviter les foudres de Donald Trump. Donc là, désormais, eh bien, on a plutôt un USD qui se reprend et un CNH qui va, enfin CNY, un yuan qui va se déprécier peu à peu. Alors c'est lent, c'est calme, il n'y a aucun danger pour l'instant. Ils le font discrètement, ils le font lentement, mais ils le font. Ok, très 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 intéressant également. Alors pour poursuivre sur la suite, eh bien on a un petit canal haussier qu'on peut dessiner, qu'on peut anticiper, mais ça reste un petit canal, donc et qui ne fait que débuter. Donc à confirmer, l'oblique basse, elle est claire, l'oblique haute, elle devrait logiquement tenir sans difficulté. Donc on est sur 6,5 actuellement, on est vraiment sur un chiffre assez rond, entre guillemets, et on pourrait rejoindre sans trop de difficulté les 6,6 dans les semaines à venir. Voilà, tranquillement, sûrement, donc poursuite de la hausse. Voilà. Mais attention, parce que tout ça devra quand même être confirmé. Ici, c'est un potentiel canal baissier plus large qui pourrait être dessiné. Mais je vous l'ai mis en pointillé parce que moi-même j'ai du mal à y croire, c'est-à-dire que c'est un obstacle qui existe, mais c'est quelque chose qui reste, à mon sens, vraiment de l'ordre de l'hypothèse, et les probabilités ne vont pas en cette faveur. Donc logiquement, euh, on, il est dessiné par principe pour vous dire attention, parce que c'est pas gagné qu'on remonte au niveau qu'on poursuive ce petit canal haussier, mais dès qu'on aura passé cette oblique haute en pointillé, bah là, à mon sens, il y a plus d'obstacles véritables pour aller vers les 6,6. Donc je vous ai mis la même chose en weekly, et vous voyez qu'on a les deux canaux potentiels, et si jamais on devait voilà, continuer le petit canal haussier, bah à ce moment-là, non seulement les 6,6 coïncideraient avec le petit canal haussier qu'on a vu en daily, mais en weekly, ça correspondrait à un plus grand canal baissier en oblique haute. Et puis on pourrait pousser le raisonnement comme ça également. Donc on a plusieurs potentiels canaux baissiers qui sont là en weekly, mais qui de fait deviennent des niveaux de terrain de jeu pour notre hausse en daily sur les prochaines séances. Et si les pointillés étaient cassés, donc à ce moment-là, vous voyez, c'est d'autres objectifs comme 6,6 voire 6,7 qui pourraient être en ligne de mire dans les semaines voire les mois à venir. Est-ce que c'est clair? Alors pour moi, oui, mais j'ai pas de questions, j'ai aucune question. Comme j'avais dit, j'ai un impératif après au niveau de 19 heures. Alors s'il n'y a pas beaucoup de questions, bien sûr, on invitera de nouveau Benoît. Comme je dis, certainement que c'est l'euro-dollar qui est le plus qui nous importe le plus, même si nous ne sommes pas tous euh, des traders de Forex. Analyser les devises, comme vous l'avez certainement vu, c'est très très important pour notamment en déduire effectivement les politiques économiques et tout ce qui drive les devises agissant sur les indices. C'est-à-dire qu'au-dessus des devises, je l'ai toujours dit, on a les taux, hein, les marchés de taux qui influencent les marchés de devises, qui eux-mêmes influencent les marchés actions. Et
Bien sûr, c'est pas l'inverse, hein, c'est pas parce que demain le DAX ou le CAC prendrait 10% que ça influencerait l'euro-dollar. Par contre, effectivement, si l'euro-dollar a une forte variation, ça impacte immédiatement les devises en dessous. Donc, alors pour le coup, à moins que tu aies encore des styles derrière, Benoît. Bah, j'avais non une chose à dire, c'est qu'à l'époque, dans nos webinaires de décembre, on avait fait aussi une analyse sur USD versus TRY, c'est-à-dire la livre turque, hein, Oui, USD Tri. Et on était à l'époque à du 7,8 à peu près. Et on s'attendait en premier objectif à retrouver les 8,5. Et finalement, bah, les 8,5 ont été faits, hein. Donc, c'est quelque chose voilà, qui est à noter, hein, parce que voilà, peu à peu, les choses se font. On a également le CAC dont je vous ai laissé, alors c'est pas du Forex évidemment, le CAC dont je vous ai laissé une analyse sur Univers Bourse. Et à la limite, c'est peut-être intéressant si on a 2 minutes d'en dire un mot. oui, oui, bah, peut-être que tu l'as là en diapositive ou tu veux que je bascule sur Univers Bourse? Non, je l'ai en diapositive. Oui, allons-y Euh, alors. voilà, sur le CAC, bah, vous le retrouvez sur Univers Bourse, mais juste en 30 secondes, hein, d'un mot. On est à la croisée des chemins en fait, et c'est un moment charnière pour le CAC parce que en daily, vous voyez qu'on est sur une oblique haute. On est également sur une résistance des plus hauts d'avant la crise du Covid. Et puis quand on fait un zoom arrière en weekly, on voit bien que eh bien, tout ça nous emmène loin quand on commence à toucher ces niveaux, hein, des 6100 à peu près. Là, actuellement, on est à 6050, mais c'est vrai qu'à 6100, 6111, c'est véritablement les plus hauts historiques récents. Je parle récent parce qu'on a eu les 7000 évidemment à une certaine époque, mais c'était c'était quasiment un autre siècle. Donc voilà, nous sommes à la croisée des chemins et vous voyez que tous les indicateurs saturent. On est sur des très fortes résistances. Donc là, je vous laisserai lire l'analyse sur Univers Bourse pour avoir la suite. Mais en gros, euh, difficile d'anticiper la suite, même si quand même il y a de plus fortes probabilités pour un retour vers des plus bas parce que les semaines et les mois à venir sur le CAC sont quand même en cette défaveur, en sa défaveur pour, euh, pour notre indice phare français, malheureusement. Alors, effectivement, bah, je dirais un petit mot rapidement. Il y a quelqu'un qui me fait sourire et qui me dit en commentaire, tu peux laisser les clés à Benoît s'il pouvait nous parler du gold, du silver aussi. Bah, disons que c'était pas au menu ce soir, mais pourquoi pas étendre à la prochaine intervention l'or et l'argent qui peuvent avoir également une influence et on a tous forcément des avis dessus. On pourrait étendre et se donner rendez-vous pour la prochaine fois, mais essayons de garder le timing. Pour ma part, vous pouvez bien sûr me contacter toujours de la même manière par email. Le numéro de téléphone portable, préférez plutôt les SMS. Euh, Préférez plutôt les SMS que je suis très très souvent au téléphone. Et bien sûr nos bureaux à Paris, rue Taitbout, que j'espère très vite, je dis très vite alors que ce soir ou demain soir on doit encore nous annoncer des restrictions, mais que j'espère qu'on va pouvoir effectivement retrouver. Donc, bah, c'est promis hein, pour Jérôme qui réclame à corps et à cri là un plus, un peu comme quand on est dans un concert et qu'on appelle à une nouvelle chanson. Mais là, pour le coup, je pense que Benoît n'a pas non plus préparé ni le gold ni le silver, mais c'est noté. On fait en sorte de peut-être prévoir plus. Alors, pour tout dire, c'est que j'ai un rendez-vous ce soir après coup et ce qui se passe, c'est que ce webinaire, vous le saviez peut-être, était initialement prévu le 10 mars et il a dû être repoussé d'une semaine. Donc, et pour le coup, voilà, et après, c'est jamais facile d'accorder tous les agendas. Mais voilà. Donc, écoutez, je vous remercie tous
tous et toutes d'avoir participé à ce webinaire. Vous le retrouverez bien entendu en mode replay sur notre chaîne YouTube. Ceci très rapidement d'ici la fin de semaine, aurais-je tendance à dire, pour bien ancrer ça. Et je remercie beaucoup Benoît pour avoir fait le lien avec le précédent webinaire, avec ses flèches, ses repères, c'est très explicite. Et là, pour ce webinaire-ci, donc vous avez de nouvelles perspectives qui vous sont dressées et vous pourrez revoir quelque part tout cela en différé sur notre chaîne YouTube et effectivement prendre bien note des perspectives pour les prochaines semaines. Et c'est promis, on annoncera avec un mois d'avance quelque part notre prochain webinaire, mais on essaiera effectivement de suivre un peu ces perspectives pour de nouveau faire un webinaire à un moment clé, un timing pertinent, comme on l'a déjà fait en décembre et comme on vient de le faire, j'espère, ce soir. Je laisse le mot de la fin à Benoît. Merci Alain, merci à vous toutes et tous hein, de me suivre. Merci Alain et WHS d'organiser ces événements. Effectivement, j'avais pas préparé l'or et donc on fera ça la prochaine fois, c'est promis. On fera un petit saut sur les commodités et on fera un suivi notamment du Forex. Voilà, là, il est 19 heures. Et puis je vais vous laisser, je vais laisser aller Alain à son rendez-vous, mais je pense qu'on a tous à peu près le même rendez-vous. On a rendez-vous avec la Fed. Ça marche. Merci Benoît. Ok, Merci. bon ben, bonne soirée à toutes et à tous et à très très bientôt. Au revoir.